Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Projet Talk, qui est un podcast où on explore le domaine de la technologie, mais surtout le développement logiciel. Donc, aujourd'hui, on a un super invité avec nous, mon ami Fabien Bourdon, qui est un spécialiste du langage PHP. Donc, l'épisode aujourd'hui va tourner autour du PHP. On va parler des meilleures pratiques, des frameworks, des outils disponibles, des nouveautés des dernières versions, comment ça se compare aux autres langages sur le marché. Donc, que vous soyez un amateur de PHP ou simplement curieux, eh bien, cet épisode est pour vous. Salut Fabien. Salut Olivier. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bienvenue à cet épisode. Peux-tu te présenter un petit peu d'où tu viens? C'est quoi ton rôle chez Prodigy? Oui, bien sûr. Moi, c'est Fabien. J'ai fait mes études en Europe, en France, dans une école d'ingénieur, système d'information et de communication, ce que communément on appelle l'informatique. Ça fait 15 ans que je vis au Québec maintenant, 8 ans que je travaille chez Prodigy. Cool. J'ai touché beaucoup de produits chez Prodigy durant ces 8 années. Projet Pack 2, projet Sync, projet Planning, qui étaient tous des projets en PHP. J'ai ensuite switché un petit peu vers un nouveau produit. Prodigy est en train de faire un peu une migration technologique vers des nouvelles stacks, C#, front-end en Vue.js. J'ai travaillé un peu dans Prodigy One pour mettre en place le front-end de ce produit-là. Et depuis 3 ans, je travaille dans Prodigy Parts, produit en PHP. En tant que développeur pendant 1 an et demi, j'ai travaillé beaucoup l'amélioration et le développement des features dans ce produit. Et depuis 1 an et demi, j'en suis l'architecte. OK. Donc, on a une équipe de 3 programmeurs en PHP. Je prends les décisions architecturales du produit pour les futures fonctionnalités qu'on met en place. Je suis en charge de la veille technologique, du monitoring des serveurs, de la production. C'est ça, pas mal. Cool. OK. Puis, on prend soin des pipelines, des déploiements en production, l'automatisation au maximum. Le plus de choses qu'on est capable d'automatiser, on le fait. Les tests, le déploiement. Super. Puis là, tu dis que tu travailles en PHP dans ce produit-là. Comment tu as été amené à travailler en PHP? Est-ce que c'est par la force des choses ou tu avais étudié un peu là-dedans déjà ou tu as appris sur le tas? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette direction-là? Je te dirais que j'ai plus appris sur le tas. Okay. Parce que mon expérience avant projet de PHP, c'est une expérience d'école uniquement. Et ça commence à faire déjà longtemps. Là. Donc, tu avais appris le PHP à l'école, à l'université en France? Oui, exactement. Okay, cool. Donc, dans mon programme, dans cette école-là, j'ai un peu touché à tous les langages de programmation le plus diversifiés possible, sans aller en profondeur dans chacun, mais d'avoir des connaissances minimales dans chacun des programmes de langage de programmation qui existent. Mm-hmm. Donc, j'avais un bagage qui était quand même suffisamment solide pour me lancer dans n'importe quel langage, puis ensuite apprendre sur le tas en autodidacte pour aller plus en profondeur. Mm. Mais c'est vraiment en arrivant chez Prodigy que je suis arrivé dans un monde d'entreprise et une utilisation vraiment concrète et complète de PHP. Du PHP, ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le PHP, c'est un peu désuet ou c'est un langage un peu moins intéressant, mais c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui parce que je pense qu'on va essayer de démystifier un peu ce langage-là, de détruire des mythes peut-être par rapport à ce langage qui est encore super utilisé dans le monde. Là. Je regardais des statistiques récemment, là, c'est assez impressionnant. Là. Je pense que c'est 70% des sites qu'on consulte. Ah, c'est ça. Des serveurs déjà, web juste avec WordPress exact. Qui consomme... qui même un autre très grand nom du web, Facebook. Ah, absolument. C'est pas n'importe qui. Donc, tu parlais tantôt que tu as appris le PHP à l'école. Je suis pas sûr qu'au Québec, dans les universités, on enseigne le PHP encore. Ça, c'est une question que je pose à notre auditoire. Mais est-ce que tu as vu des différences, toi, entre ce que tu as appris, le PHP que tu as appris, mettons, sur les bancs d'école versus quand tu es rentré sur le marché du travail? Est-ce que tu avais quand même une bonne base déjà ou tu considérais que tu avais... En réalité, c'est complètement différent. Le PHP, de ce que j'ai vu il y a 15-20 ans avec ce que je vois maintenant, c'est assez incroyable la transformation que PHP a eue. Mes projets d'école en PHP, pour te dire simplement, là, ça ressemblait à un seul fichier. Okay. Le PHP, c'était comme un script qui roulait dans ton fichier qui contenait autant le HTML de ta page. Il y avait des balises PHP qui contenaient des instructions serveurs où tu
pouvais manipuler quelques variables et le input que tu as reçu de la précédente version de ta page, si jamais tu as fait un post. Et même le JavaScript était inclus aussi dans ce même fichier-là. Donc, on pouvait vraiment tout mettre dans le même fichier. Ça, c'était vraiment la façon de faire à l'époque, là. Oui, exactement. C'était la façon de faire. C'était quelle version de PHP, le 4? Peut-être 4, oui, avant 4. Dans ces coins-là, là. OK. Ça fait quand même une dizaine d'années au moins. Plutôt 15 et 20 Plutôt ans. 15 et 20, oui, c'est ça. Puis, y a-tu des choses, tu sais, je parlais tantôt de mythes, on va dire, là, que je voulais qu'on défasse là, aujourd'hui dans l'épisode, mais est-ce que toi, tu penses déjà qu'il y a des mythes qui persistent ou disons, des préjugés par rapport au PHP hein, qu'on entend encore? C'est quoi les plus communs ou que tu trouves qu'ils sont pas... Oui, il y en a encore beaucoup, les préjugés sur PHP. Là. Je pense que le plus commun qu'on entend, c'est que PHP est lent. PHP a des problèmes de performance et les applications qu'on bâtit avec sont lentes. Ou encore, on peut entendre parler que PHP n'est pas structuré pour faire des gros projets ou qui n'est pas orienté objet comme langage de programmation. Parce qu'il l'a déjà pas été. Exactement, il l'a déjà pas été. Il y avait des lacunes qui nous empêchaient d'aller plus loin ou d'avoir quelque chose d'assez simple comme typer nos paramètres de fonction. Là. PHP, c'est seulement depuis relativement récemment qui permet de faire ça. Donc oui, il y a encore il y avait quand même quelque chose d'un peu vrai dans ce qu'il disait par rapport au PHP. C'est ça. Je pense. Puis les gens sont peut-être restés un peu là-dessus, je pense, puis dire PHP, c'est pas performant, mais c'est plus du tout le cas. Là. C'est en plein ça. C'est un peu le passé de PHP qui lui cause du tort encore, là, parce que les versions 7 et 8 de PHP ont complètement effacé ces problèmes-là. La performance est top-notch. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu as vraiment vu... Tu as été aux premières loges, tu as vu l'évolution de PHP 4, même 5, surtout 5, on va dire, là, depuis que tu es chez Prodigy, jusqu'à 8 maintenant. Fait que tu as vu vraiment une grosse évolution. J'imagine que vous avez fait des migrations de code au fil du temps. Comment ça s'est passé, ces migrations-là? Ça va bien? Comment? Ça va bien. Ça dépend un peu de la taille du produit ou du projet que tu es en train de migrer. Là. C'est sûr que chaque nouvelle version entraîne ses modifications. Puis, il y a certaines modifications qui ne fonctionnent plus d'une version à l'autre. Donc, si tu passes ton projet soudainement de PHP 5 à PHP 7, tu vas avoir des erreurs. Il y a des choses qui ne vont plus fonctionner. Ce qu'on appelle des deprecations ou des breaking change. Donc oui, c'est un travail de longue haleine. On doit faire ça un morceau à la fois. Ouais. Je sais que est-ce que la documentation est-ce qu'il y a quand même dans la communauté, y a-t-il beaucoup de ressources? Est-ce que Oui. Du fait que PHP soit autant populaire dans le monde de la programmation et des serveurs web, on peut trouver très rapidement des informations et de la documentation sur ce qu'on veut. OK. Ça, c'est bien. Est-ce que quand on migre comme ça d'une version à une autre, là, admettons que moi, c'est un scénario hypothétique, là, mais je rentre dans une compagnie qui sont en PHP 5. Puis là, on veut adresser un peu cette dette technologique-là. On veut passer à 8. Est-ce qu'on passe directement de 5 à 8 ou il y a les bonnes pratiques, c'est de passer graduellement à une version intermédiaire? Comment ça fonctionne? Ça va être une bonne pratique, mais ça va aussi beaucoup te faciliter les choses de passer par une version intermédiaire. La version de PHP 7.4 est encore une référence. Là. Elle fonctionne extrêmement bien. Elle a des très grandes performances aussi d'exécution. Et elle a moins de breaking change par rapport à PHP 8. Donc, tu vas pouvoir structurer ta migration de projet en passant par une version intermédiaire. Tu vas gagner les améliorations de sécurité, les améliorations de performance plus vite aussi. Parce que si ça te prend 8 mois pour passer de PHP 5 à PHP 8, mais peut-être que tu vas réussir en 5 mois d'aller à PHP 7. Tu vas gagner 3 mois sur une amélioration que tu es capable de déployer en production pour ensuite prendre un peu plus de temps pour aller vers PHP 8. Tu as déjà réglé beaucoup de vulnérabilités plus rapidement dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Puis là, tu parles des améliorations qui ont été amenées par PHP 7. Tu sembles parler des performances, des sécurités aussi, c'est plus... c'est-tu quelque chose qui est vraiment propre à cette version-là de PHP 7 qui a introduit beaucoup de nouveautés intéressantes? Oui, je trouve que c'est la version 7 qui a introduit vraiment les choses les plus intéressantes, comme tu dis. Là. En particulier aussi le typage
des ouais. paramètres de nos fonctions. Là. C'est OK. quelque chose qui était très attendu, je pense, par la communauté. Ouais. Quelque chose qui était très critiqué pour PHP aussi avant. Mhm. Quand on disait que PHP était trop permissif ou qu'il n'était pas orienté objet. C'était en là, grosse partie à cause de ça. Ouais, ça faisait partie des raisons. Mm. Le fait d'être autant permissif comme ça n'encourageait pas les bonnes pratiques de programmation non plus. Hein. On n'était pas obligé de faire suffisamment d'abstraction pour que notre code fonctionne. Ouais. On pouvait passer n'importe quoi à notre fonction, puis si ça passait... C'est ça. c'était Moi, j'ai correct. l'impression que PHP 7, c'est vraiment là que PHP, c'est comme démarqué, dire, ben, c'est devenu un langage moderne qui peut rivaliser avec d'autres langages comme C# ou Java ou des langages fortement typés. Oui, exactement. Je pense que la performance de l'exact même code en PHP 5 et PHP 7, je pense que c'est 100% d'amélioration. C'est oui, 2 fois plus vite. À ce point-là. Ouais. PHP 8 a été encore plus loin. PHP 8 ont introduit le système de compilation du code, Just-in-Time Compilation. Mhm. Et pour certaines tâches qui sont assez intenses sur le CPU, OK. sur le processeur de la machine, c'est encore du 40% OK. qui vient améliorer. Donc, quand tu mets ça en plus du 100% qu'on a déjà avec le PHP 7, ils sont presque au niveau du C# pour les opérations intenses avec PHP 8. Oh, wow. C'est bien ça. Puis, tu sais, l'écosystème de PHP, là, selon ton expérience, toi, mettons, ton back-end, ton PHP, en front-end, côté BD, c'est quoi, tout ce qui gravite autour, c'est quoi les technologies les plus utilisées, on va dire, conjointement avec le PHP? Du côté de la base de données, je pense que le plus commun et le plus utilisé, c'est le MySQL. Mm-hmm. C'est ce qu'on utilise aussi chez Progy. Avec tous nos projets PHP, on a des bases de données en MySQL. MySQL 8. Je ne sais plus exactement. Ça, c'est la dernière version. C'est les dernières versions. Ouais. OK. Et au niveau du front-end, on est quand même assez libre avec PHP. Finalement, on peut très bien bâtir une application PHP back-end, puis notre front-end va utiliser des API pour aller chercher l'information. Mais on est assez libre. Là, chez Progy, on a des stacks qui sont avec Vue.js pour nos choses les plus récentes. Mais il n'y a vraiment pas de limitation. On peut utiliser n'importe quel framework. Exactement. Là. Si tu veux faire du React, tu peux aller faire n'importe quel genre d'application. Cool. Tu parlais de l'évolution du langage, puis j'imagine que la majorité des gens qui nous écoutent, qui font du PHP, ben, ils ont à travailler dans du code legacy. Il y a du code où là, on pourrait s'entendre, on pourrait débattre sur la définition de c'est quoi du code legacy, là, mais ma définition à moi de code legacy, c'est du code qui est tout simplement pas testé. Donc, ça, c'est la définition, je pense, la plus pure là, de code legacy. Mais admettons qu'on se dit que, je travaille avec du code PHP de la version 4 ou 5. Puis, j'ai le souci de faire de la qualité, de l'excellence technologique. C'est quoi les défis qui vont m'attendre dans ces versions-là? Mettons les versions avant PHP 7, là, qu'on va dire on va définir que c'est toutes ces versions-là qui sont considérées legacy, là. Tu en as peut-être parlé un petit peu, mais j'aimerais ça t'entendre un peu plus là-dessus. C'est quoi les défis qui vont nous attendre? Oui. Les défis, c'est que si tu as un projet en PHP qui a été programmé avec plusieurs versions de PHP, donc qui a connu plusieurs cycles d'évolution de PHP, hein, tu risques d'avoir de l'inconsistance dans la qualité du code du produit. Le code qui a été fait quand c'était l'époque de PHP 5 est peut-être encore tel quel, parce qu'on n'y a pas touché depuis, ça fonctionne. Mm-hmm. On a des portions qui ont été faites en PHP 7 qui sont plus propres, qui respectent mieux les bonnes pratiques, puis qui sont mieux testées. Mais tu risques d'avoir ce genre de choses-là, des morceaux de code qui sont de moins bonne qualité dans le même produit VS.dot. La même chose au niveau des tests, comme tu le dis. Ce qui était en PHP 5, il n'y avait pas de type, les bonnes pratiques étaient moins encouragées, moins faciles aussi à suivre, du fait que PHP était permissif. Mm. Ça fait en sorte que les tests automatiques étaient beaucoup plus difficiles à mettre en place à cause de l'abstraction qui n'était pas suffisante non plus. Donc, le défi, c'est d'essayer de rattraper un peu tout ça. Il faut mettre l'effort en tant qu'équipe d'aller faire du refactoring, d'aller convertir toutes ces classes-là, ces fonctions-là. Fait que le refactoring que tu parles, c'est vraiment de migrer ce code-là dans une version... Exact. Tu peux avoir plusieurs versions de PHP qui cohabitent là, dans un même back-end. C'est ça que tu es en train de dire? Ou...
Tu peux avoir du code qui est compatible encore avec la version de PHP actuelle. OK, ouais, c'est ça. Mais c'est quand même une seule et même version de PHP qui va interpréter et faire fonctionner ton projet. Mais la syntaxe respecte, disons, Ouais, c'est ça. PHP 5. Même si tu es en PHP 8, tu peux encore avoir du code syntaxé en PHP 5 qui fonctionne. Mm-hmm. OK. Puis tu as parlé de tests automatisés, qui est un sujet qu'on parle beaucoup chez Progis, qui est un sujet qui me tient à cœur. Donc, c'est très difficile d'implémenter des tests automatisés dans les versions antérieures à PHP 7. Oui, ça peut l'être, ça peut l'être. C'est ça. Le fait que PHP nous permettait de ne pas typer En fait, nous permettait pas de typer nos paramètres, faisait qu'on n'utilisait pas d'abstraction des interfaces, etc. Donc, il était difficile d'aller... Est-ce qu'il y avait l'orienté objet existait quand même dans ces versions-là avant 7? Oui, c'était quand même orienté à objet dans le sens où on avait des classes, des objets, des méthodes. C'est plus toutes les fonctionnalités autour qui manquaient à PHP là, pour pouvoir structurer tout ça. On pouvait faire de l'orienté objet vraiment aussi proprement si on était motivé à le faire. Là. Mais les bonnes pratiques il y a 15 ans n'étaient pas documentées comme elles le sont maintenant. Elles n'étaient pas les mêmes non plus que ce qu'elles sont maintenant. Ouais. Fait que, dans le fond, les recommandations qu'on aurait à faire, c'est si vous êtes sur des versions qu'on va appeler Legacy, qui sont avant la version 7, ben c'est fortement encouragé de migrer dans une version plus récente, justement pour aller chercher les bénéfices de ces versions-là, entre autres la testabilité du code, la maintenance, les performances, la sécurité, exactement. etc. Okay. On va pouvoir introduire les types de tous nos paramètres dans ces vieilles fonctions-là pour ensuite construire les tests unitaires et faire le refactoring nécessaire. Puis, y a-tu d'autres bonnes pratiques que tu recommandes, que tu as vues, qui étaient peut-être moins présentes en PHP versus les bonnes pratiques? Ou tu parles de tests automatisés, mais est-ce que c'est test unitaire, évidemment? Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que tu penses? Il y a des bonnes pratiques en programmation qui sont plus générales que PHP seulement. Là. On peut penser aux bonnes pratiques de Solid ou du clean code. Je pense que s'il y en a vraiment juste une que je dois retenir et que j'encourage, c'est celle du clean code. Le fait d'écrire son code en ayant conscience qu'il faut être capable de recomprendre ce code-là quand on va venir le mettre à jour 3 mois ou 6 mois plus tard. Là. Donc, le fait d'écrire un code lisible, clair, de bien séparer nos différentes fonctions et la responsabilité des différents fichiers, ça va être très important. Et je pense que ça va être celle-là la pratique la plus utile pour le long terme du projet. Puis est-ce que PHP, il y a sûrement des standards il y a un standard d'écriture pour les linters puis tout ça, là, le PST ou le PSR? PSR, oui, c'est ça. Peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi cette nom? Ça, c'est une nomenclature de syntaxe de PHP, dans le fond. C'est la façon d'écrire notre code, faire l'indentation et les sauts de ligne au bon niveau. Donc oui, il y a cette façon-là aussi. Ça aide beaucoup au clean code, le fait que tous les développeurs utilisent cette même syntaxe et cette même nomenclature-là pour écrire leurs fonctions. On peut intégrer ça, bien sûr, dans nos IDE. Là. PHP Storm intègre cette validation-là et nous le mentionne. Quand on veut pousser du code, on a des validations qui s'exécutent et qui nous permettent de corriger la c'est une bonne pratique, dans le fond, d'intégrer les standards PSR pour quand on fait du PHP. OK, puis là, la dernière version de PHP, c'est 8.3.4 dans ce coin-là. Au moment où on enregistre cet épisode-là, évidemment, dans 6 mois, ça va tellement vite là, dans ce domaine-là. Peux-tu nous parler un petit peu des nouveautés de PHP 8, dans le fond, là, par rapport à 7? Les nouveautés du 8, je pense que la plus grande nouveauté de PHP 8, c'est la compilation just-in-time. Donc, c'est plus une fonctionnalité interne à PHP au niveau de son exécution. Une des caractéristiques de PHP, c'est que c'est un langage interprété, à la différence de C#, par exemple, qui est un langage compilé. Pour fonctionner sur un serveur, le code est compilé en langage machine dans une DLL. Mais PHP, lui, est interprété. Donc, même sur le serveur, c'est directement ton code source PHP qui
qui est là et qui est interprété par la machine en temps réel lorsqu'on traite une requête. OK. Mais avec PHP 8, ils intègrent la compilation just in time. Donc, on conserve quand même le fait que ce soit un langage interprété, mais dans les coulisses de PHP, dans le serveur, il va compiler des portions de ton code pour être capable de l'exécuter plus vite. Fait que ça, l'avantage, c'est quoi? C'est des gains de performance? Ou... Oui, exactement. Là, c'est purement un avantage de performance. OK. Wow. Puis, on regarde un peu les tendances, si on va dire, dans le marché. Tu as PHP qui est comme on a dit, qui est beaucoup utilisé encore, qui est populaire encore dans beaucoup d'applications web. Mais tu as quand même beaucoup d'autres langages là, qui commencent à attirer de plus en plus de développeurs, d'entreprises. Tu as Java, C#, même Python. Il y a eu une tendance aussi avec Node récemment. Oui. À tes yeux, là, comment PHP arrive à tirer son épingle du jeu en 2025 par rapport à ces nouveaux langages-là? Est-ce que c'est quand même une alternative intéressante ou c'est plus parce qu'on n'a pas le choix de travailler en PHP qu'on va le faire? Comment tu vois ça? Non, PHP évolue quand même vraiment très bien dans le bon sens avec ses dernières versions et est toujours compétitif face aux autres technologies pour faire des applications serveurs. Avec PHP 8 qui s'en vient et j'ose espérer PHP 9, ils vont continuer de réduire l'écart qu'ils ont avec d'autres langages comme le C#. Donc, je pense que PHP 8 est toujours très compétitif. Je pense qu'avec les dernières versions, là, ça a vraiment placé PHP comme une alternative vraiment intéressante, vraiment viable aussi. Là. Oui, puis on a une communauté qui est très active dans PHP. Ouais. On a beaucoup de librairies et de frameworks qui permettent de travailler en PHP très rapidement, très efficacement. Mm-hmm. Chez Projet, on utilise Symfony qui permet de structurer notre projet web d'une façon vraiment efficace. Très flexible aussi. On peut utiliser notre architecture dans un framework Symfony sans aucun problème. On n'est pas renfermé dans l'architecture qu'eux veulent qu'on utilise. OK. Ouais, c'est ça. Parlons-en un peu des frameworks, là, parce qu'évidemment, là, la majorité des devs ne programment pas en PHP, Vanilla PHP. Là, c'est vraiment avec un framework. Chez Progy, nous, on a décidé d'y aller avec Symfony. Ce qui est cool avec Symfony, c'est que c'est créé par des Français, des gens qui parlent français. Donc, on a comme un certain, attachement. Puis c'est vraiment cool de rencontrer les gens d'ailleurs de Symfony dans les différents événements auxquels on participe. Une super belle gang. Parle-nous un peu des différentes options au niveau des frameworks là, qui existent pour le PHP ou les plus populaires, là. Oui, j'en connais de noms au moins 3. Là. Il y a Symfony avec lequel on travaille. Il y a Laravel, c'est aussi un framework qui est très populaire, qui est basé d'ailleurs sur Symfony. Je pense que Laravel est plus dédié à faire des projets plus petits, des sites web de moins grande envergure peut-être que Symfony. Okay. Il y en a un autre qui s'appelle CodingNighter, je le connais vraiment beaucoup moins. C'est un framework plus simpliste, très efficace dans ce qu'il fait, mais avec beaucoup moins de features que Symfony. Ouais, je pense que les deux frameworks les plus populaires, c'est vraiment Laravel et Symfony. En fait, Laravel, la majorité des parts du marché. Oui, Laravel est plus populaire que Symfony. Laravel a une très bonne communauté aussi, de la documentation très efficace, des vidéos, des tutoriels. OK. On peut parler un peu plus de Symfony parce que je sais que tu connais beaucoup plus ce framework-là. Peux-tu me parler un peu ou nous parler des principales caractéristiques de Symfony? Qu'est-ce que ça ajoute au PHP? Qu'est-ce qui en fait que c'est un framework aussi intéressant? Symfony, ce qui est le plus intéressant, je pense, et pourquoi on l'a choisi chez Progy, c'est sa flexibilité. Il permet on peut aller chercher dans Symfony les modules que l'on souhaite et seulement les modules qu'on souhaite. C'est un projet qui est modulaire avec des composants. On a le Symfony Framework qui est bien sûr à la base, mais on peut aller chercher des composantes console, d'autres composantes. J'en ai même pas en tête là, pendant qu'on se parle, mais tout est bâti selon un concept de modulation. Okay. Et on peut aller chercher les composantes qu'on cherche sans alourdir notre code avec des composantes qu'on n'utilise pas. OK.
Fait que comme tout framework, j'imagine que ça va ajouter beaucoup de fonctions utilitaires ou de trucs qui sont pré-codés, une façon de travailler qui nous évite d'avoir à réinventer la roue. Oui, Là. exactement. Là. Le concept de MVC, le modèle vue contrôleur, elle va être intégré dans Symfony. Quand tu vas démarrer ton projet, tu vas pouvoir avoir déjà des contrôleurs qui sont capables de répondre à telle route. Une route, c'est une URL dans un produit. On a la composante de sécurité qui va nous permettre aussi de verrouiller certaines sections de notre site à seulement certains types d'utilisateurs. On peut avoir un même produit. Dans un même produit, on peut avoir 5 ou 6 ou le nombre de types d'utilisateurs que tu veux qui auront accès seulement à leur section. Okay. Un firewall, dans le fond, finalement. Comment ça s'appelle, cette composante-là en Symfony? Je pense que c'est Symfony Security. OK, super. Donc, on voit, dans le fond, ça vaut vraiment la peine là, d'utiliser un framework puis d'utiliser le bon. Je pense qu'au niveau, tu sais, ça reste des préférences. Il y en a qui vont aller plus Laravel, Symfony. Rendu là, je pense que ça s'équivaut. Les gens de Symfony diraient que ça s'équivaut pas, là, sûrement. mais de ce que moi j'entends dans l'industrie, c'est des bons frameworks. Là, on est quand même. Il y a un bel écosystème d'outils puis de frameworks. Il y en a même d'autres là, que je sais des frameworks PHP qui sont plus légers, qui visent peut-être à répondre à d'autres besoins. Mais je pense que c'est deux valeurs sûres. Là. C'est des valeurs très sûres, qui sont très robustes, qui sont très stables. Et bien sûr, ils se mettent à jour eux aussi de leur bord. Donc, ils prennent en charge beaucoup d'aspects de sécurité, de fonctionnalité. C'est ça. Nous, on fait simplement mettre à jour notre produit, puis on bénéficie immédiatement de toutes les avancées qu'on fait de leur bord, sans que ce soit l'équipe de développement de projet qui fasse tout ça manuellement. Oui, c'est ça qu'on veut. On veut se concentrer sur la création de valeur, ça c'est clair. On parle beaucoup de SO, Service Service Oriented Architecture, même de microservices, là, mais je ne veux pas aller là aujourd'hui. Là, mais PHP, est-ce qu'à tes yeux, on pourrait l'utiliser dans une architecture de type SO, de type je veux des services qui parlent entre eux, ça peut être des services de taille différente, là, mais est-ce que PHP ou les frameworks de PHP fournissent tous les outils nécessaires si je veux m'en aller dans une architecture de type service? Je pense bien que oui. Même au niveau du déploiement, finalement, parce qu'avec PHP, on peut très bien aller déployer notre solution dans une image Docker, un peu n'importe où, sur n'importe quel type de serveur. Donc, oui, d'après moi, dans ton architecture en microservices, tu peux même mélanger différentes stacks technologiques. Tu peux avoir l'un des microservices qui est en C#, l'autre qui soit en PHP. Tu peux mélanger n'importe quel genre de technologie et PHP n'a pas à rougir face aux autres technologies. OK. Ça, c'est intéressant parce que on sait qu'il y a beaucoup de développeurs PHP, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le PHP, qui se ramassent avec une main-d'œuvre experte en PHP. Ils seraient peut-être tentés d'explorer des architectures plus modulaires de ce type-là, puis de savoir que c'est possible de le faire en PHP. Il n'y a pas nécessairement tant de limitations au niveau du langage ou du framework. Ben, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'ailleurs qu'on a commencé à explorer nous-mêmes chez Projet. Tu parlais un peu de Docker, là, ça c'est intéressant aussi. Donc, l'intégration de toute l'automatisation, si on veut, des déploiements, du CI/CD avec PHP, c'est possible. De ce que tu me dis, là, c'est quelque chose qui est tout à fait viable. C'est possible, c'est même directement intégré dans Docker. Docker a des images pré-buildées qui contiennent le serveur de PHP à l'intérieur. Donc, tu peux parfaitement te partir une image Docker pour ton produit PHP dans n'importe quelle facette. Là. Tu peux avoir une image Docker qui est dédiée à l'exécution des tests unitaires sur le poste développeur. Chez Projet, on utilise aussi Docker pour nos pipelines. Donc, à chaque fois qu'on pousse du nouveau code, on a des pipelines qui démarrent. Ça ouvre des images Docker pour exécuter les tests automatisés, mais aussi faire une analyse de code pour de la qualité, un code review un peu automatisé, un service qui s'appelle Sonar Cloud. C'est aussi une image Docker qui va démarrer pour builder le projet, préparer le produit à être déployé en production. Et
On peut aussi même faire de la containerisation Docker là, pour le serveur lui-même, finalement. Ouais. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'images, comme tu dis, officielles ou des ressources qui sont disponibles. Je pense à Alpine, là, l'image PHP qui est plus légère, qui contient vraiment le minimum. C'est des choses, des bonnes pratiques aussi. Puis effectivement, il y a beaucoup de ressources pour une entreprise qui voudrait automatiser puis vraiment plus aller en DevSecOps. Effectivement. C'est important d'utiliser même une image Docker pour les tests locaux sur le poste développeur. Là. Il faut qu'il s'assure que ces tests s'exécutent dans un environnement qui est le même que celui du serveur de production. Donc, on ne peut pas faire nos tests unitaires sur le poste du développeur seulement. Parce qu'il peut peut-être avoir installé, lui, des extensions supplémentaires qui ne sont pas sur le serveur de production. Mm-hmm. Si on a un environnement qui est identique à celui de la production, on augmente encore la qualité de notre produit. Ça fait partie des meilleures pratiques. On parle beaucoup là, en 2025 là, de l'intelligence artificielle. Vraiment beaucoup. Ouais, vraiment. Puis effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est là pour rester. T'sais. Puis je suis curieux de savoir quels sont les outils de l'IA qui peuvent être utilisés avec le PHP ou pour aider le programmeur. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent sur le marché pour, dans le fond, mettre à profit ces outils-là d'IA? Il y en a, oui. Moi, avec mon rôle d'architecte, je développe moins qu'il y a 3 ans, mettons, là, mais j'ai quand même eu l'occasion d'essayer un peu ces outils d'intelligence artificielle-là. Il y en a un qui est intégré avec l'IDE qu'on utilise chez Progy, avec PHP Storm. Donc, on peut très bien utiliser l'intelligence artificielle au quotidien dans un développement en PHP. Là, c'est assez incroyable ce que c'est capable de faire. Ouais. Ça a commencé avec de la simple autocomplétion. On avait l'impression que la machine devinait ce qu'on essayait d'écrire comme code. Mm-hmm. Puis, comme s'il lisait dans notre esprit même au début. Mais ça peut aller plus loin. Là. Maintenant, l'outil est capable d'accéder au code de ton produit. Tu peux lui demander de t'expliquer textuellement un morceau de code que tu ne comprends pas, qui a été écrit il y a peut-être 5 ans et qui est moins clair à la lecture. Ouais. Donc, il peut t'expliquer ce que le code fait. Il peut même te suggérer des modifications au code, un refactoring pour rendre ça plus clean, plus clair et plus compréhensible. Ouais, il y a tellement de code écrits en PHP dans le monde que j'imagine que l'IA a été capable de s'entraîner sur des quantités astronomiques Exactement. de différents types de codes. Peut-être que, bon, avec le code Legacy il s'est peut-être entraîné sur du code peut-être moins robuste, on va dire. Mais il est capable de le convertir en un code très robuste. Oui, c'est ça. Oui, on a fait plusieurs tests chez Progy, puis effectivement, c'est des outils qui sont quand même impressionnants au niveau de l'efficacité. Ça peut faire gagner du temps aussi. Là. Quand tu écris toi-même ta classe avec du clean code, avec les bonnes pratiques actuelles, l'intelligence artificielle peut, elle, ensuite analyser cette classe-là, puis elle va t'écrire les tests automatisés par elle-même. Oui. Pour l'écriture de tests, ça, c'est vrai qu'on a vu que c'était un gain assez c'est un gain de temps assez impressionnant. Ouais. Mais en gardant toujours en tête que c'est toujours, après ça, une personne humaine qui doit faire la revue du code qui a été écrit par l'intelligence artificielle, l'exécution. Absolument. Et finalement, chez Progy, on a toujours la pratique du code review. Un deuxième développeur doit passer en revue le code écrit par un développeur. Donc, quand ça a été fait aidé par l'intelligence artificielle, il y a 2 humains qui ont été reliés à ce code-là. Non, c'est ça, c'est bien important. C'est le principe de ownership, de code ownership, que ce soit l'IA qui l'a écrit, que ce soit un développeur junior, un senior. Il faut que l'équipe s'approprie tout ce qui est produit au niveau du code, exact. Que ce soit IA ou pas. T'sais. Tantôt, tu parlais de la définition de code legacy. J'ai bien aimé ta définition de code non testé, mais j'ai une autre définition que j'aime beaucoup, moi aussi. Du code legacy, c'est du code que tu es inconfortable à aller modifier. Donc, du code difficile à comprendre, du code très technique, compliqué. Avec cette définition-là, tu peux avoir du code legacy. C'est vrai. Day one, quand tu commences ton application, là, si tu ne respectes pas les bonnes pratiques, tu as beau avoir fait tous les tests unitaires de ta méthode. Si quand tu lis ta méthode, tu as de la misère à comprendre ce qu'elle fait et que tu n'es pas à l'aise de le modifier,
C'est du code legacy. Je pense que tout le code qu'on écrit aujourd'hui, un jour ou l'autre, va devenir legacy pour quelqu'un. L'objectif, c'est peut-être que ce soit le plus tard possible dans le cycle de vie de ton produit qui devienne legacy très tard dans son cycle de vie. All right. Peut-être pour finir, là, où tu vois PHP dans 5 ans? Est-ce que tu penses que ça va continuer à solidifier sa présence sur le marché? Est-ce que ça va... Y a-tu déjà des discussions que tu vois que le PHP va s'en aller dans une certaine direction? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent? J'espère que oui. J'ai pas de... Malheureusement, j'ai pas de contact directement chez les gens de PHP pour savoir qu'est-ce qu'ils font, mais j'ai de l'espoir. J'espère que PHP 9 va nous intégrer enfin de façon plus facile et native les fonctions asynchrones. OK. Pouvoir travailler avec plusieurs threads simultanément dans ton process, là, c'est quelque chose qui manque, je trouve, à PHP en ce moment quand tu veux faire quand tu attends plusieurs calls d'API, par exemple, de plusieurs sources différentes, là, au lieu de les faire les unes après les autres, de pouvoir les lancer tout en même temps, faire de l'asynchrone. Je dis pas que c'est impossible en ce moment, c'est possible avec des librairies externes puis d'autres petits tricks, mais ça reste difficile et non natif. Ce serait vraiment hot que PHP rattrape son retard par rapport aux autres en intégrant ça de façon native. Cool. Super. Merci, Fabien, d'avoir pris le temps de nous partager tes connaissances de PHP, ton expérience un peu. C'était super apprécié. Puis j'invite les gens qui ont écouté l'épisode, qui ont des commentaires, des feedbacks. N'hésitez pas à nous en faire part. Et merci encore. À la prochaine. Merci beaucoup, Olivier. Salut.